Bonjour à tous, aujourd'hui et dans cette capsule vidéo on va parler du traitement de la maladie de Ménière. Alors, le traitement de la maladie de Ménière pose un certain nombre de questions. Pourquoi ? Parce que on ne connaît pas l'origine de la pathologie. Donc à partir du moment où on ne connaît pas sa cause, il est difficile de développer un médicament qui soit spécifiquement adapté au traitement de sa pathologie. On peut se poser la question, que traite-t-on ? Quelle est la réalité de ce diagnostic ? Deuxième question, on sait que certains traitements ont une activité aléatoire en fonction des patients, voire même par rapport à un placebo. Un placebo, c'est en fait une molécule qui n'a aucune action. Il n'est pas évident ou pas toujours évident selon les études de dire que le traitement en question est efficace. Donc on peut se poser cette question, cette deuxième question, quel est l'effet réel du traitement qu'on va donner ? Troisième élément, l'oreille interne, ce labyrinthe osseux, c'est quelque chose d'un peu isolé, c'est comme une forteresse. Et donc il est difficile pour les traitements de rentrer dans la forteresse. Alors il y a plusieurs façons de délivrer les traitements, par la bouche, en faisant une perfusion, voire même en faisant des injections dans l'oreille. Mais ces traitements, on ne maîtrise pas complètement la quantité de thérapeutique qui rentre à l'intérieur de l'oreille et donc leur effet potentiel. C'est donc la troisième question. La quatrième, c'est la fluctuation de la maladie. Pour ceux qui en sont atteints, ils le savent, les crises, on ne peut pas les prévoir. Et il y a certaines phases dans la vie du malade où elles vont être très rapprochées et parfois très longues, quelques mois, voire pour certains malades, quelques années. Et donc, quand on instaure ce traitement et qu'on supprime les crises de l'équilibre, qui a été efficace ? Est-ce que c'est la maladie qui s'est éteinte ou est-ce que c'est le traitement qui a donné une réelle action ? Donc c'est la quatrième question, mon traitement a-t-il été efficace ou est-ce que ma maladie s'est éteinte ? Et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on a déjà expliqué dans une autre capsule vidéo concernant le diagnostic, il faut écouter les malades. Puisque en les écoutant, on fait le diagnostic, et en les écoutant, on isole les symptômes, et on va traiter ces symptômes soit au coup par coup si les crises sont peu fréquentes, soit de façon plus longue dans le temps, lorsqu'on a des crises qui surviennent trop fréquemment ou des symptômes qui perdurent puisqu'ils se sont transformés en séquelles. Et il faut donc franchir différentes étapes puisqu'on est comme dans une échelle thérapeutique, il y a différents éléments qu'on peut proposer au malade en fonction du stade de la maladie et de l'invalidité que le malade va ressentir. Alors j'ai choisi de vous représenter ces différentes étapes avec cette fusée en partant de la base jusqu'aux traitements les plus, compliqués à faire mais qui parfois et souvent donnent de très bons résultats. Première partie, c'est le traitement de la crise. On va prendre des traitements comme le tanganil notamment, parfois aussi des corticoïdes, qui vont permettre de solutionner et de limiter l'intensité et la durée de cette crise. Il va y avoir des mesures hygiéno-diététiques, j'en suis pas forcément très preneur, mais qui ont pour but de diminuer la pression dans l'oreille en diminuant la consommation de sel, diminuer l'excitation en diminuant la consommation d'alcool et de café, mais on s'aperçoit que si on interdit tout, on rentre dans une maladie qui est encore plus chronique, encore plus invalidante. Donc c'est forcément avec tact et mesure, on ne va pas verser la salière de sel sur son plat, mais on ne va pas non plus complètement supprimer cet apport, en tout cas c'est notre opinion ici dans notre équipe. Il faudra rechercher le syndrome d'apnée du sommeil, c'est des patients qui font des pauses respiratoires au cours de la nuit, puisque ces pauses respiratoires empêchent un repos compensateur, le patient est plus fatigué, et étant plus fatigué, il peut déclencher plus de crises de Ménière. Donc en traitant l'apnée, paradoxalement, on améliore l'état du malade et il faut penser à rechercher cette apnée du sommeil. Le soutien psychologique, il est important, parce que les crises étant impossibles à prévoir, parfois certains patients développent de vrais stress et ce stress peut générer lui-même de nouvelles crises. Donc l'accompagnement, qu'il soit médical, psychologique ou familial, la compréhension des symptômes du malade est important. La kinésithérapie peut avoir un effet, mais cette kinésithérapie doit être réalisée en dehors des périodes de crise, car il est illusoire de rééduquer un malade si la maladie n'est pas stable et on considère qu'il faut au minimum 3 mois entre la dernière crise et le début d'une rééducation pour considérer qu'on est dans un état de stabilité avec des séquelles sur lequel le kiné peut éventuellement agir. Il n'y a aucune indication à mettre des semelles orthopédiques, des gouttières dentaires. Il y a un certain nombre de praticiens qui les préconisent, en tout cas scientifiquement parlant, il n'y a aucune justification à les proposer. Malgré tout, malgré ces traitements des crises, parfois les crises sont très fréquentes et on a donc des récurrences. Et ces récurrences nécessitent d'introduire un traitement de fond qui a pour but de lisser la pression dans l'oreille et de limiter la réapparition de ces crises. Tous ces traitements ont les mêmes caractéristiques, ils vont diminuer la pression en faisant pisser le patient. Donc on utilise des diurétiques,
comme le Lasix, le Diamox, parfois du glycérol, et on peut aussi utiliser des corticoïdes. Malgré tout, et avec ces traitements, certains patients n'arrivent toujours pas à bloquer l'apparition des crises, elles continuent à arriver. Et donc dans ce contexte, on peut directement injecter sous le tympan, enfin derrière le tympan, des corticoïdes dans l'oreille moyenne qui vont diffuser dans l'oreille interne. C'est généralement assez efficace. Et si on n'arrive pas encore une fois à contrôler ces différentes crises, peut se poser la question d'un traitement chirurgical comme la décompression du sac endolymphatique ou son clippage, le sac endolymphatique étant une petite partie de l'oreille interne qui va gérer les fluctuations de pression en son sein. Si encore une fois cette étape, lorsqu'elle est réalisée, puisque son efficacité est parfois remise en question, en tout cas lorsque cette étape n'est plus utile parce que les crises sont très importantes et très fréquentes, on peut cette fois proposer un traitement radical. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à présent, tous les autres traitements avaient pour but de conserver la fonction de l'équilibre. Or là, on passe à un niveau supérieur, on estime que la fréquence de la maladie étant trop importante, l'invalidité étant trop importante, on décide de tuer l'oreille de l'équilibre et uniquement l'oreille de l'équilibre. Et pour ce faire, on peut soit injecter un antibiotique dans l'oreille, la gentamicine, mais qui présente un certain nombre de risques auditifs, soit opérer le malade en coupant le nerf de l'équilibre, on va le voir après, c'est ce qu'on appelle la neurotomie vestibulaire, et dans des cas exceptionnels, on ouvre l'oreille interne complètement de façon chirurgicale, c'est ce qu'on appelle la labyrinthectomie chirurgicale, mais là on perd l'audition de façon complète. Donc en résumé, il faut toujours se poser la question du délai d'action des traitements. Est-ce que mon traitement est réellement efficace au sein de ma maladie? Il faut adapter ce traitement à chaque individu, grader ce traitement en fonction de la fréquence des crises et de l'invalidité du malade. Rechercher l'apnée du sommeil, ça peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes ou en tout cas diminuer la fréquence des crises. Décider si on doit conserver la fonction ou si on passe au contraire dans un traitement radical, et notamment la neurotomie, qui permet, vous allez le voir à coup sûr, de couper le nerf, ou dans la plupart des cas de couper complètement le nerf. C'est un peu le parachute du malade lorsque la maladie devient très invalidante, puisqu'il n'y a plus d'informations qui passent, donc la maladie n'est pas traitée, elle reste dans l'oreille, mais en tout cas l'information n'arrive pas au tissu cérébral, et donc le patient ne présente plus de crise de l'équilibre. Et ça reste toujours une solution lorsque cette maladie devient très invalidante. Je vous remercie.